L'imprévu sera donc le mot d'ordre de ce documentaire. Dans ce documentaire, je veux vous raconter ma 3e année à l'université de York. Je ne sais pas encore comment elle va se dérouler, vu que nous sommes en août 2019 à Paris. Il y aura des contraintes politiques liées au Brexit, qui sera vraisemblablement prononcé le 31 octobre 2019, mais ce sera également l'occasion de découvrir un peu plus la culture britannique. De Paris à York, suivez-moi dans les contrées britanniques. Et puisqu'avant je parlais de culture, commençons par un petit florilège de musique britannique. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do, and it was called Yellow. Les frontières sont des murs imaginaires qu'il faut savoir dépasser si l'on veut voyager. Oh, what a thing to've done, and it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turning to something beautiful. You know I love you so. You know I love you so. Words like violence break the silence, come questioning into my little world. Painful to me, please fight for me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I wanted, all I need is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Cependant, l'histoire ne dit pas si on peut trouver à cet étal la clé du Brexit. Verses spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pen. Words are meaningless and forgettable. Nous sommes le dimanche 8 décembre 2019 et en ce jour un poil spécial, je vous offre le 3e numéro de Back to UK. Bonsoir. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave it now. You know I believe in how. Somewhere in a smile, she knows that I don't need no other lover. Something in the style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe in how. You're asking me, women of war. I don't know. I don't know. You stick one that it may show.
I don't know, I don't know. When you were before, could look in your eyes. You're just like an angel. When you were before, could look in her eyes. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What am I doing? I don't belong here. Merci infiniment d'être au rendez-vous de Back to UK. Nous éditions le 21 janvier 2020 et le froid de l'hiver anglais nous pousse à rentrer du métro chaud. Thanks and see you later. Le 22 mai 2017, un attentat frappe Manchester lors d'un concert, faisant 23 morts. Dans les jours suivants, les habitants de la ville trouvent un hymne pour symboliser la résilience. La chanson d'un groupe, justement originaire de Manchester. Sit beside the edge of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You said that you never been, but the things that you see, you slowly fade away. So I start a revolution from my bed. Cause you said the brains I had went to my bed. Step aside, summertime in blue. Stand up beside the fireplace. Take that look from your face. You ain't even gonna burn my house. And so, sad you can't wait. She knows it's too late. I'm walking on by. Oh, so it's like away. But don't look back in anger. I understand. Nous sommes le 27 février de la 21e année du 21e siècle, et dans cette contrée, le temps nous est compté. Bonsoir. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.
De la résistance plus haut qu'un phare, pour que son faisceau d'espoir depuis les rives de la Tamise porte sur tout le sol de France. Après un 7e round de négociations tendues entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne, alors qu'il ne reste que 2 mois pour définir un cadre commercial post-Brexit. Et oui, ils ont été héroïques, les Français, ils ne s'inclinent que 22-19 après prolongation face aux vice-champions du monde. À 90 ans, Margaret Kennan va entrer dans l'histoire. Première occidentale à se faire vacciner contre le Covid-19, première britannique. Quant à John Lennon, sa mémoire continue d'être célébrée chaque année, dans le monde entier. Il nous reste très peu de temps utile dans cette négociation si nous voulons que cet accord entre en vigueur. Si la frontière physique qui sépare les 2 rives de la Manche demeure aujourd'hui obstinément close, la frontière virtuelle qui unit les 2 pays ouvre enfin après 7 mois de fermeture. Bonsoir et bienvenue dans Back to UK, 8e numéro de la série pour une soirée pas comme les autres. Ensemble, nous tirons un trait sur l'année 2020 en dressant de derniers bilans et en fêtant d'ultimes anniversaires. Bien entendu, nous retrouverons ce qui fait le sel de cette série. Des explorations culturelles, des décryptages politiques, des étonnements aussi sur ces terres qui nous fascinent tant. Et en attendant, nous sommes toujours en France. Nul besoin de vous présenter les grains somptueux de ce début d'épisode. Nous sommes bien évidemment au Louvre. Et tout au long de la soirée, nous partirons à la découverte du Grand Paris britannique. Dans ces lieux où l'histoire française et britannique s'entrecroisent pour ne former qu'une. Et quoi de mieux pour ce faire que de débuter devant un monument dont l'objectif premier au XIIIe siècle fut de protéger Paris d'une éventuelle attaque anglaise sur son flanc ouest. Mais je ne vais pas vous faire languir davantage. Nous sommes le 9 janvier, pour d'ultimes minutes à parler de 2020, pour d'ultimes heures à parler de Brexit, et du haut de cette pyramide, l'année écoulée vous contemple. Bonsoir. Without you, I'm nothing. Without you, I'm nothing at all. À quelques pas de la cour Napoléon, rue de Rivoli, nous voici à présent devant cette librairie, implantée derrière ces arcades depuis 1903, ce qui en fait la plus vieille et grande librairie anglaise de la capitale. Avant de tirer un trait sur cette année qui nous a tant fait souffrir, je vous propose de revenir sur tout ce qui s'est passé dans notre absence ces 7 derniers mois outre-Manche. Entre les derniers rebondissements du Brexit et les montagnes russes de la pandémie de coronavirus, l'année a été pour le moins agitée chez nos voisins. Il est pour cela temps d'un petit récapitulatif. C'est l'heure du JT britannique, présenté par Fabio. Et on se retrouve juste après, d'ici quelques minutes, dans les rues de Paris. Bonsoir Fabio. Le JT britannique. Fabio d'ici.
Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 21h20, voici les titres de ce JT britannique. À la une, bien entendu, cet accord in extremis conclu au pied du sapin entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Accord entré provisoirement en application le 1er janvier, avant sa ratification ce mois-ci par le Parlement européen. Nous reviendrons sur les négociations de ces derniers mois et sur le contenu de cet accord de 2000 pages, annexes comprises. Dans ce journal également, nous évoquerons la situation épidémique en Grande-Bretagne et la gestion de la crise ces 7 derniers mois outre-Manche. Enfin, nous conclurons ce journal de la nouvelle année par les autres actualités britanniques marquantes de cette triste année 2020. Mais d'abord, je vous le disais en introduction, ça y est, la Grande-Bretagne et l'Union européenne ont enfin finalisé un accord concernant leurs futures relations à l'issue de cette période de transition où le pays ne faisait plus partie de l'UE, mais continuait d'appliquer la législation européenne. La période de transition a donc pris fin le 1er janvier. Et pourtant, peu nombre étaient celles et ceux qui croyaient en la possibilité de boucler les négociations en 2020. Petit rappel, avec ces pronostics lancés lors de l'épisode spécial de Back to UK, la nuit du Brexit, le 31 janvier dernier. Personnellement, j'aurais tendance à dire que oui. Du moins, c'est ce à quoi je m'attends, dans la mesure où il y a quand même énormément de problèmes à traiter, énormément de choses de problèmes très complexes dont il faut s'occuper. Même si le Royaume-Uni a quitté l'Union hier soir, il y a encore beaucoup d'incertitudes qui planent autour de questions relatives aux expatriés, à la politique migratoire, aux questions financières, etc. Donc ça me semblerait normal en fait qu'il y ait une prolongation. Alors, Boris Johnson a déclaré qu'il ne prolongerait pas la période de transition au-delà de 31 décembre, mais il faut savoir que vu la durée des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour la simple sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et l'enjeu finalement de ces négociations, il sera très compliqué de parvenir à un accord avant le 31 décembre. La question est donc sur la table. Avec toutes leurs divergences, comment Britanniques et Européens sont parvenus à un accord en si peu de temps ? Voici la rétrospective des soubresauts du Brexit depuis le 31 janvier 2020. Le 31 janvier dernier, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne après 47 ans d'adhésion. Débute alors une période de transition de 9 mois, durant laquelle l'Union européenne continue d'appliquer les règlements européens en attendant qu'un accord sur les futures relations du pays avec l'UE ne soit trouvé. Les négociations s'annoncent alors houleuses, le volet commercial faisant l'objet de toutes les crispations. L'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne s'accompagnait de son inclusion dans le marché commun. Cet espace européen se caractérisant notamment par la libre circulation des capitaux et des personnes, des biens et des services entre les États membres, est une abolition des droits de douane entre ces États membres. Des pays extérieurs à l'UE, comme la Norvège ou la Suisse, font partie de ce marché commun. Et le Royaume-Uni veut obtenir un statut, un État tiers qui bénéficierait de tous les avantages économiques du marché unique sans avoir les contraintes réglementaires. Côté européen, on craint l'émergence d'un Royaume-Uni menant une concurrence déloyale en allégeant considérablement sa fiscalité pour les entreprises et ses normes en termes environnementaux et de droits sociaux. Ainsi, les 27 ne ferment pas la porte à une participation britannique au marché unique à condition que celle-ci s'accompagne de garanties, notamment en termes de concurrence. Les négociations débutent officiellement le 2 mars pour un premier cycle de 3 jours, toujours mené par Michel Barnier, côté européen, et avec le représentant britannique David Frost. Aussitôt, 3 grandes divergences apparaissent. Celle que nous venons d'évoquer, bien entendu, ainsi que la question de la pêche. Les Britanniques souhaitent récupérer une souveraineté sur les eaux territoriales et éviter que les pêcheurs européens ne puissent s'y rendre librement. Enfin, les Britanniques expriment la volonté de quitter la Convention européenne des droits de l'homme pour ne plus être soumis à l'autorité juridictionnelle de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette cour n'est pas une institution de l'Union européenne, certes, mais le pays veut reprendre son indépendance en termes de coopération judiciaire avec les autres pays. Dès lors, les cycles de négociations s'enchaînent. Le deuxième, reporté en avril avec la pandémie du coronavirus, ne débouche sur aucun progrès, et ainsi en va-t-il des troisième et quatrième cycles, Michel Barnier constatant chaque fois des blocages persistants. Le temps passe, et le Royaume-Uni ne semble pas décidé à prolonger les négociations. En juin, le gouvernement britannique fait même savoir qu'il n'est pas disposé à étendre la période de transition au-delà du 31 décembre. Les chances d'obtenir un accord semblent s'être considérablement amenuisées à la fin de l'été, tous les signaux allant dans le même sens. À l'issue du 7e cycle de négociations fin août, Michel Barnier considère la possibilité d'un accord peu vraisemblable. La date butoir fixée est alors celle du Conseil européen
des 15 et 16 octobre. Mais un projet de loi britannique accentue davantage les crispations. Portant sur le marché intérieur britannique, il prévoit unilatéralement des dérogations pour l'accord de divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, déjà entré en vigueur, allant ainsi à l'encontre du droit international. Ce projet de loi fait ainsi fi des dispositions censées empêcher le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, suscitant les courroux des Européens. Les tensions montent et aucun accord n'est trouvé pour le 15 octobre. Si Boris Johnson demande à quitter la table des négociations, le Premier ministre va revenir sur sa parole quelques jours plus tard. Débute alors une phase de prolongation, durant laquelle la Grande-Bretagne va infléchir sa position. Symboliquement et idéologiquement, cela débute par le départ de Dominic Cummings le 13 novembre, puissant conseiller de Boris Johnson et considéré comme son idéologue qui avait beaucoup œuvré dans la campagne pour le Brexit. Et puis, le 8 décembre, le gouvernement britannique retire les dispositions controversées de son projet de loi interne sur la frontière nord-irlandaise. Cependant, le no deal s'approche. 3 points de blocage subsistent alors. La pêche, la concurrence et l'arbitrage d'éventuels différends entre les deux parties après l'entrée en vigueur de l'éventuel accord. 3 points qui seront finalement solutionnés au dernier moment, ce 24 décembre 2020. Le Royaume-Uni et l'Union européenne sont donc parvenus à un accord ce 24 décembre 2020. Un accord salué de part et d'autre de la Manche, le négociateur de l'UE, Michel Barnier, ayant toutefois souligné un soulagement teinté de tristesse. Boris Johnson s'est quant à lui félicité dans un tweet « The deal is done », pouce en l'air. Je vous propose d'écouter ces mots. Et donc je suis très heureux de vous dire cet après-midi que nous avons trouvé un accord, le plus gros accord commercial, une valeur de 660 milliards de livres par an, comme l'accord avec le Canada, un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, un accord qui protégera les emplois partout dans le pays, qui permettra la vente de biens et de composants britanniques sans tarifs et sans quotas dans le marché intérieur de l'UE, un accord qui permet à nos entreprises, à nos exportateurs de faire encore plus d'affaires avec nos amis européens et pourtant un accord que les gens de ce pays savaient instinctivement possible, mais on leur avait dit que c'était impossible. Nous avons repris le contrôle de nos lois et de notre destin. Nous avons repris le contrôle de chaque point et titre de notre régulation. À partir du 1er janvier, nous sommes en dehors de l'Union, nous sommes en dehors du marché unique et les lois seront faites uniquement par le Parlement britannique et interprétées par les juges britanniques qui siègent dans les cours britanniques. Et la juridiction de la Cour européenne de justice arrivera à une fin. L'accord est donc conclu. Il a été voté par le Parlement britannique ce 30 décembre avec le soutien de l'opposition du Labour et approuvé par les 27 États membres de l'Union européenne, puis sera a posteriori soumis au vote du Parlement européen courant janvier 2021. Mais que contient au juste cet accord de 2000 pages? Réponse tout de suite en images. Alors, c'est une excellente question, mais au juste, que contient cet accord? Les termes de l'accord ont été rendus publics le 26 décembre par la Commission européenne à travers un document long de 1246 pages. Il faut d'abord savoir qu'il s'agit d'un accord de partenariat économique et commercial, c'est-à-dire un traité qui définit le cadre des futures relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne à partir du 1er janvier. Désormais, l'Union européenne et le Royaume-Uni constituent deux marchés, espaces juridiques et réglementaires distincts. L'accord, par la suite, une fois établi, sera piloté par un comité mixte dans lequel les deux parties siégeront et ces modalités pourront être amendées tous les 5 ans. Je vous propose d'aborder les points principaux. Concernant les biens premièrement, l'accord garantit des échanges sans droit de douane ni quota pour tous les biens qui respectent les règles d'origine appropriées. Une mesure résolument inédite dans un accord commercial. Une conséquence pratique est que ce point permet d'éviter une rupture dans les chaînes de production et par conséquent une augmentation drastique des tarifs douaniers. Pour ce qui est de la concurrence, les deux parties s'engagent à respecter
des conditions de concurrence équitables. Cela induit que le Royaume-Uni accepte de ne pas revoir à la baisse l'ensemble des législations et standards sociaux, environnementaux et climatiques européens. Concernant les litiges, si une des deux parties ne respecte pas le traité, un mécanisme de résolution des différends est mis en place sans que la Cour de justice de l'Union européenne intervienne, un souhait émanant de Londres. C'est plutôt un conseil conjoint qui veillera à ce que l'accord soit correctement appliqué et interprété. Maintenant, un des points les plus médiatisés pendant les négociations, la question de la pêche que je souhaiterais détailler. L'accord prévoit de laisser aux pêcheurs européens un accès aux eaux britanniques pendant une période transitoire de 5 ans et demi, donc jusqu'en juin 2026. Mais d'un côté, l'Union européenne s'engage à renoncer progressivement à 25% de ses prises, alors que le Royaume-Uni ne pourra limiter l'accès de ces eaux aux pêcheurs européens sous peine de mesures de rétorsion de l'Union européenne. Concernant les programmes européens, le Royaume-Uni continuera à participer à certains, dont le programme de recherche et d'innovation, mais à condition qu'il contribue au budget européen. Cependant, le Royaume-Uni quitte le programme Erasmus d'échange étudiants. Pour ce qui est de la finance, dont la City a longtemps constitué une place financière majeure, le Royaume-Uni ne bénéficiera plus de la libre circulation, qu'elle soit de personnes, de prestations, de services ou encore d'établissements d'entreprises. La conséquence est que les entreprises britanniques perdront leur droit automatique d'offrir des services dans l'Union et devront s'établir dans l'Union européenne pour continuer à exercer leurs activités. Fini également le passeport selon lequel les autorisations délivrées par un État membre, en vertu des règles de l'Union européenne, permettent d'accéder à l'ensemble du marché unique. Ce point n'est plus disponible pour les Britanniques. Voilà les grandes lignes de l'accord du Brexit qui est consultable sur le site de la Commission européenne. De nouveaux cadres ont aussi été établis, notamment concernant la coopération judiciaire ou les transports. Mais je vous laisse le grand plaisir de feuilleter le millier de pages que contient cet accord et je suis sûr que les étudiants en droit de l'Union européenne frémissent à n'en plus finir de le faire. Dans le reste de l'actualité britannique, cette pandémie de coronavirus qui n'en finit pas. Le pays a fait l'objet de toutes les attentions ces derniers mois. La Grande-Bretagne a atteint le terrible bilan de 70 000 morts, a été le premier pays dans le monde à débuter sa campagne de vaccination le 8 décembre dernier, et fait ces derniers jours les frais d'une grande inquiétude avec l'apparition d'une mutation du virus. Le gouvernement écossais a reconfiné la nation le 4 janvier au soir. Boris Johnson a quant à lui annoncé un reconfinement de l'Angleterre ce même jour. Le ministre Michael Gove ayant même déclaré que le déconfinement ne s'amorcerait pas avant mars. On fait tout de suite le point sur la situation. Le Royaume-Uni fait l'objet de toutes les préoccupations en raison de l'apparition d'un variant du virus dans le sud de l'Angleterre. Variant qui serait entre 50 et 74% plus transmissible que la souche initiale. S'il n'a pas été prouvé que cette nouvelle souche était plus mortelle, cette hausse de la transmission s'accompagne toutefois invariablement d'une hausse de la mortalité au Royaume-Uni. C'est ce qui a conduit de nombreux pays à fermer leurs frontières avec le pays, parmi lesquels la France, évidemment. On se rappelle du chaos à Douvres, juste avant le réveillon de Noël, de cette file interminable de camions et de leurs chauffeurs attendant un test Covid négatif pour franchir la Manche. Le Premier ministre Jean Castex a d'ailleurs annoncé ce 7 janvier que la frontière franco-britannique resterait fermée jusqu'à nouvel ordre, sauf exception, alors même que le variant anglais est déjà en France. Le gouvernement britannique a bien évidemment changé son fusil d'épaule après l'aggravation de la situation. Boris Johnson, qui se réjouissait fin novembre d'une situation bien meilleure et qui avait alors déconfiné l'Angleterre, s'est vu contraint au reconfinement il y a 5 jours. La stratégie vaccinale a aussi pâti de cette dégradation, le pays choisissant la vaccination de masse plutôt qu'une maximisation de son efficacité en espaçant considérablement l'administration des 2 premières doses du vaccin,
de 3 semaines à 3 mois désormais. Ceci équivaut pour certains infectiologues à un saut dans l'inconnu concernant l'efficacité. Alors, très rapidement, à quoi ressemble ce confinement ? La population subit un confinement similaire au nôtre en mars dernier, avec la simple possibilité de sortir pour des raisons médicales ou pour faire des courses. Merci beaucoup pour ce point sur la situation. Il est désormais temps de tirer ensemble un trait sur l'année 2020, une année qui n'a pas été marquée que par le Brexit et le coronavirus en Angleterre. Nous acheminons vers la fin de ce JT britannique, et nous allons à présent évoquer les actualités sportives et culturelles. Petit mot de culture pour commencer, et l'inquiétude des organisateurs de festivals britanniques qui grandit pour l'année qui s'annonce. UK Music, une organisation cadre du secteur musical en Grande-Bretagne, appelle à une aide financière accrue du gouvernement. Rappelons également que le secteur musical britannique va partir du Brexit, puisque le Royaume-Uni et l'Union européenne ne sont pas parvenus à un accord concernant les tournées européennes des artistes britanniques. Ces derniers et leurs techniciens devront ainsi désormais payer des visas pour leur tournée de plus de 3 mois dans l'Union européenne et moins de 3 mois pour l'accès à certains pays, ce qui remet en cause l'équilibre du secteur pour la majorité des artistes. Mais je crois que nous reparlerons plus longuement des festivals et de tournées dans la suite de Back to UK. Culture toujours, et séries télévisées plus précisément, parce qu'il est impossible de passer à côté du choc culturel de 2020 outre-Manche, la sortie de la saison 4 de The Crown, la série qui narre la vie de la reine Elisabeth II. Cette saison 4 s'intéresse à la période 1977-1990. Si la série avait jusque-là été saluée pour son exactitude historique, montrée comme un exemple, la reine elle-même ayant confié avoir apprécié la première saison, les choses ont changé depuis. Le gouvernement britannique a appelé Netflix à rappeler que sa série était une fiction, et les tabloïds se sont déchaînés. Les causes de cette fureur sont multiples. C'est notamment la narration romancée de la relation extra-conjugale entre le prince Charles et Camilla qui a fait jaser, ainsi que la scénarisation du comportement de Margaret Thatcher avec la reine. Un tout qui n'a visiblement pas plu aux tenants de la véracité. Enfin, quelques mots de sport à présent et d'abord de rugby. Contrairement à ce que prédisent ses colocataires, c'est ce que Tristan me souffle à présent dans l'oreillette, ce ne sont pas les Gallois qui ont remporté le tournoi Destination cette année, mais bel et bien les Anglais. Les Français, eux, n'ont pas démérité en s'inclinant à la différence de points seulement et terminant beau deuxième de ce tournoi, leur meilleure prestation dans Destination depuis plus de 10 ans. Des Français, là aussi malheureux, face aux vice-champions du monde lors de la Coupe d'automne des Nations, s'inclinant 22-19 en finale après prolongation, de quoi clouer le bec à la presse britannique qui avait qualifié à l'avance ce match de farce en raison de l'inexpérience en sélection de nombreux joueurs français. Enfin, saluons aussi parmi les événements sportifs marquants outre-Manche, le titre de champion d'Angleterre de football et donc de vainqueur de la Premier League, obtenu par le club de Liverpool 30 ans après son dernier titre. 2020 fut aussi l'année du 7e titre de Lewis Hamilton en Formule 1, le pilote britannique ayant même dépassé le record de victoire de Michael Schumacher, en totalisant désormais 92 Grands Prix. Enfin, évoquons la victoire d'un Britannique, Tao Geoghegan-Hart, sur le 103e Giro en cyclisme en octobre 2020. Et on termine ce journal par un extrait de l'allocution de Noël de la reine Elisabeth II. La souveraine de 94 ans a tenu à exprimer son soutien aux Britanniques et a invoqué l'espoir toujours présent. Je vous propose d'écouter. Remarkably, a year that has necessarily kept people apart has in many ways brought us closer. Across the Commonwealth, my family and I have been inspired by stories of people volunteering in their communities, helping those in need. In the United Kingdom and around the world, people have risen magnificently to the challenges of the year. And I'm so proud and moved by this quiet, indomitable spirit. Voilà, c'est la fin de ce JT britannique. À suivre, la suite de votre Back to UK, spécial 2020. Merci de nous avoir suivis. Meilleurs vœux pour cette année 2021. Bonsoir. À plus de 400 km de la capitale britannique, nous voici à présent à Saint-Denis,
devant un temple du sport et de la musique. Le Stade de France a accueilli en son cœur les concerts de bon nombre d'artistes britanniques, les Rolling Stones ayant été le premier groupe à s'y produire le 25 juillet 1998. Ce fut aussi la scène de nombreuses confrontations, tant en rugby qu'en football, entre les équipes de France et d'Angleterre. Stade de France deviendra stade olympique à l'occasion des JO de 2024. Et c'est justement un autre stade olympique, celui de Londres, qui va nous servir de point de départ pour l'évocation d'une des séries britanniques les plus mythiques qui soit. Il fêtait en 2020 ses 30 ans. Voici la véritable histoire de Mr Bean. La clameur est immense, le 27 juillet 2012 à Londres, alors qu'un orchestre joue le célèbre thème des chariots de feu. Les 80 000 spectateurs de la cérémonie d'ouverture des JO 2012 viennent de voir apparaître sur les écrans Rowan Atkinson, et plus encore, le personnage qu'il incarne, Mr Bean. Impossible pour les Britanniques de ne pas rendre hommage au personnage universellement connu, aujourd'hui l'une des incarnations majeures de la culture et de l'humour du pays. À moins que cet humour ne vienne d'ailleurs. Replongeons-nous aux origines de la série. Mr Bean, c'est cet enfant dans le corps d'un adulte, inventé par l'acteur britannique Rowan Atkinson avec la complicité de son ami scénariste Richard Curtis. Pour rappel, ce dernier deviendra par la suite le réalisateur de films aussi mythiques que Love Actually et The Boat That Rocked, autrement dit Good Morning England pour son titre français. Curtis fut également plus récemment le scénariste de Yesterday. Mais nous n'en sommes pas encore là. Dans les années 1980, Atkinson et Curtis travaillèrent ensemble sur de maints projets, dont le plus célèbre fut sans doute la série Blackadder, la vipère noire. La série que les deux amis créèrent revisita humoristiquement l'histoire de l'Angleterre à travers l'histoire d'un prince anglais à la fin du XVe siècle et de ses descendants jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le succès rencontré poussa Atkinson et Curtis à imaginer une nouvelle série, et Atkinson à ressortir de son imagination un personnage conçu lorsqu'il était encore à l'université, qu'il avait déjà joué sur scène lors de festivals de comédie. Le jeune étudiant qu'il était, en charge de l'association de cinéma de son établissement, fut marqué par le visionnage du film Les vacances de Monsieur Hulot, et par ce personnage de Monsieur Hulot, incarné et imaginé par le cinéaste français Jacques Tati. Ce personnage un peu grotesque, muet, en décalage avec la société et le monde, dont on ne connaît que le nom de famille, dont les sketchs sont très visuels, et, pour la petite histoire, inspiré par le grand-père de Nicolas Hulot, dont la silhouette avait particulièrement frappé Jacques Tati. Bref, les caractéristiques de Monsieur Hulot ne vous font pas penser à Mr Bean ? Rowan Atkinson répétera à plusieurs reprises que l'univers de Mr Bean procédait principalement de celui imaginé par Jacques Tati, à savoir le décalage entre le quotidien dépeint et la situation burlesque qui en découle. Le personnage reposant sur un burlesque visuel convainc le groupe ITV et sa chaîne de télévision d'alors, Times Television, pour la diffusion d'un premier épisode le 1er janvier 1990. Le succès est rapide. Le mime, l'absence de dialogue en anglais, facilite, il est vrai, la célébrité du personnage dans le monde entier. L'année 1990 verra la diffusion de 3 épisodes, contribuant au cadrage de l'univers de la série. Cela commence par l'iconique voiture de Mr Bean, une Mini verte qui apparaîtra lors du 2e épisode, et vivra les situations les plus ubuesques. Elle sera tour à tour pilotée depuis le siège arrière, voire pilotée depuis le toit, après des achats compulsifs lors des soldes. Performance que Rowan Atkinson rééditera en 2015 à St James Park pour les 25 ans de la série, sous les yeux hébétés des passants. La voiture sera aussi détruite lors du 11e épisode de la série par un tank, avant de réapparaître par la suite.
On ne peut évoquer la Mini sans évoquer également l'aversion que le personnage de Mr Bean a pour une autre voiture, une Reliant bleue qui ne cesse de maltraiter tout au long de la série. Mr Bean est tout aussi indissociable de son ours en peluche, Teddy, considéré comme un véritable animal de compagnie par le personnage, qu'il maltraite malgré son indéniable affection en le décapitant involontairement, ou encore en s'en servant de pinceau pour peindre son appartement. Enfin, évoquons dans cette brève évocation de l'univers de Mr Bean la seule personne avec qui il semble avoir des attaches, sa petite amie, Irma, qui finira par le quitter après une dernière déception le jour de Noël. Après 14 épisodes, Mr Bean tire sa révérence des télévisions britanniques le 15 décembre 1995, lors d'un long 15e épisode où le personnage se remémore ses aventures quotidiennes passées. Si la série s'arrête, le personnage ne disparaît pas pour autant. 2 ans plus tard, en 1997, sort Bean, le film le plus catastrophe, co-scénarisé par Richard Curtis, imaginant Mr Bean comme un gardien de la National Gallery de Londres dont veulent se débarrasser ses collègues. Il est alors envoyé aux États-Unis comme pseudo-spécialiste des tableaux du XIXe siècle, chargé de présenter le tableau La mer de Whistler. Et autant dire que le tableau n'en ressortira pas indemne. Mr Bean disparaît ensuite des radars. Robin Atkinson se lance dans de nouvelles aventures cinématographiques, avec la parodie de James Bond, Johnny English, et Richard Curtis est accaparé par la réalisation de Love Actually. Le personnage réapparaît finalement dans une série animée entre 2002 et 2004, puis de nouveau depuis 2015. Robin Atkinson y prétend naturellement sa voix. Et puis, en 2007, 10 ans après le premier film, Mr Bean fait son grand retour dans les vacances de Mr Bean, le personnage se lançant alors dans un road trip un peu fou en France pour rejoindre le Sud et le Festival de Cannes. La boucle semble alors enfin bouclée pour Mr Bean, avec cet hommage à la France. Le titre du film faisant étrangement écho au film Les vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati, comme dans un ultime clin d'œil. Après les JO de Londres, Robin Atkinson déclare en effet ne plus vouloir jouer Mr Bean, affirmant ne plus avoir l'âge pour ça, et ne pas avoir envie d'être pathétique en jouant un personnage enfantin. Et pourtant depuis, à quelques rares occasions, et notamment pour des œuvres caritatives, l'acteur réendossa le costume, nous laissant face à une question. Mr Bean reviendra-t-il poser ses valises sur nos écrans, un jour ? Nul besoin de vous présenter le lieu où je me trouve à présent. Nous sommes bien évidemment à la Défense. Et tel Mr Bean, nous allons marcher droit sur Paris. La descente des Champs-Élysées nous mène inexorablement devant les grands et petits palais, bâtis pour l'exposition universelle de 1900. C'est au pied du Petit Palais que l'on trouve cette statue de bronze de 3 mètres de haut, à la stature familière. Il s'agit en effet d'une statue de Winston Churchill, implantée sur l'avenue qui porte le nom de l'ancien Premier ministre britannique depuis 1966. La présente œuvre a été inaugurée le 11 novembre 1998 en présence d'Elisabeth II. Churchill est immortalisé dans la posture qu'il avait sur une photographie de sa descente des Champs-Élysées en compagnie de Gaulle le 11 novembre 1944. C'est ici l'occasion de célébrer un anniversaire que nous n'avons pas encore pu célébrer dans Back to UK en l'année 2020. Celui des 80 ans de l'appel 18 juin du général de Gaulle à Londres. L'histoire, vous la connaissez tous. Début juin 1940, la France est en pleine débâcle militaire face aux superficies allemandes. Le général de Gaulle est nommé sous-secrétaire d'État à la guerre après des victoires militaires dans le nord de la France et est chargé par le président du Conseil, Paul Reynaud, de se coordonner avec le Royaume-Uni et son Premier ministre. Les premières discussions à Londres entre de Gaulle et Churchill, avant que Reynaud ne démissionne et que Pétain ne le remplace, débouchent sur une proposition d'union franco-britannique. L'idée que les deux pays s'unissent pour ne former qu'un gouvernement et qu'une armée. En somme, la réunion du Royaume-Uni et de la France en un seul pays. Écoutez plutôt un extrait de la note de Gaulle. À l'heure de péril où se décide la destinée du monde moderne, les gouvernements de la République française et du Royaume-Uni
font cette déclaration d'union indissoluble et proclament leur inébranlable résolution de continuer à défendre la justice et la liberté contre l'asservissement à un régime qui abaisse l'homme à vivre une vie d'automate et d'esclave. Les deux gouvernements déclarent que la France et la Grande-Bretagne ne sont plus désormais deux nations, mais une union franco-britannique. La constitution de l'Union instituera des organes communs pour la défense et la direction de la politique extérieure. Chaque citoyen français jouira immédiatement de la nationalité britannique. Chaque sujet anglais deviendra citoyen français. Mais cela s'inscrit dans une plus longue histoire franco-britannique qui nous conviendra de narrer ultérieurement. L'arrivée de Pétain au pouvoir mettra un terme à ce projet, et De Gaulle retournera alors à Londres avec la suite que l'on connaît. Notre déambulation dans le Paris britannique se poursuit, et nous voici à présent sur le parvis Notre-Dame de Paris. C'est dans la cathédrale, encore mutilée par le terrible incendie du 15 avril 2019, que se marièrent Marie Stuart, reine d'Écosse, et l'héritier de la couronne de France, le futur François II, le 24 avril 1558. Il faut aussi rappeler qu'un roi d'Angleterre a ici été sacré roi de France, en 1431, lorsque Paris était sous domination britannique durant la guerre de 100 ans. Le roi Henri VI ne fut cependant jamais reconnu comme tel, et perdra durant son règne la totalité de ses possessions françaises, à l'exception de Calais, mettant de fait un terme à la guerre de 100 ans. Cet affaiblissement significatif de la couronne anglaise et la folie du roi Henri VI précipiteront de plus le royaume dans la terrible guerre civile qui prit le nom de guerre des Deux Roses. Mais ça, c'est une autre histoire. Notre présence devant l'imposante cathédrale nous pousse irrémédiablement à évoquer le plus célèbre roman l'immortalisant. Notre-Dame de Paris, écrit par Victor Hugo en 1831. L'auteur, qui, faut-il le rappeler, fut contraint à l'exil lors du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851 et trouva refuge dans les îles anglo-normandes pendant plus de 18 ans. Les îles anglo-normandes, c'est justement à présent notre destination. Salut Adrien, tu vas une nouvelle fois nous montrer à quel point Angleterre et Normandie sont intimement liés. C'est bien ça ? Ben, tout à fait Tristan. Encore une fois, on va voir pourquoi est-ce que la Normandie et l'Angleterre sont non seulement intimement liées, même si évidemment il y a quand même une certaine supériorité de la première sur la seconde, mais également à quel point cette histoire, et ben, au final, se répercute encore aujourd'hui de manière plutôt originale. Donc on va changer de décor pour retourner en Normandie et on va voir ça tous ensemble. Voici donc le 3e épisode du Mur d'Adrien, consacré à Jersey, Guernesey, Sercq, Aurigny et tous les petits îlots anglo-normands. Alors, si au cours de Back to UK, vous avez eu l'occasion d'apprendre de nombreuses choses sur nos voisins d'outre-Manche, sachez toutefois qu'on oublie bien souvent de mentionner leur présence dans un endroit tout particulier, la Normandie. Alors oui, bien sûr, tout le monde sait que l'Angleterre n'est rien de plus qu'une énième possession normande, mais il convient tout de même de s'attarder sur un endroit où la situation est malheureusement inversée, en tout cas pour l'instant, les îles anglo-normandes. Alors les îles anglo-normandes, ou îles de la Manche en normand, sont un ensemble d'îles situées, comme leur nom l'indique, dans la Manche, à l'ouest de la péninsule du Cotentin, près des villes d'Avranches et de Granville. Alors la plus grande ville des îles anglo-normandes, Saint-Hélier, qui est aussi la capitale de l'île de Jersey, ne se trouve ainsi qu'à environ une trentaine de kilomètres du littoral normand. Alors ces îles étaient autrefois appelées l'archipel normand et sont ainsi la partie insulaire du duché historique de Normandie. Toutefois, aujourd'hui, elles dépendent directement de la couronne britannique, même si elles ne font cependant pas formellement partie du Royaume-Uni. Il faut noter que la responsabilité de nombreuses choses telles que la défense ou la représentation à l'international sont gérées par le gouvernement britannique. Alors quand on parle d'îles anglo-normandes, déjà, de quoi parle-t-on précisément? Alors ces îles sont divisées en deux bailliages principaux, qui sont celui de Jersey, qui regroupe la grande île de Jersey, mais également quelques petits groupes d'îles tels que les Minquiers ou les îles Écréaux, et le bailliage de Guernsey, qui regroupe la grande île de Guernsey et également quelques îles importantes telles que Aurigny ou Sercq, et des îles un peu moins importantes telles que Lioux, Herm ou Gétou. Dans les îles anglo-normandes, on rajoute également de temps en temps l'archipel des îles Chausey, qui se situe au large de Granville, mais à la différence des autres, les îles Chausey sont possédées par la France et font partie intégrante de la commune de Granville,
situé dans le département de la Manche. Alors du coup, afin de comprendre un peu mieux comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation pour le moins originale, il convient du coup de s'intéresser un peu plus à l'histoire des îles anglo-normandes. Alors comme pour l'essentiel de la Normandie, l'histoire des îles anglo-normandes est intrinsèquement liée à celle des Vikings. Alors les Vikings s'installent peu à peu dans les îles anglo-normandes durant le Haut Moyen-Âge. D'ailleurs, leur présence est attestée par les noms qui ont été donnés aux îles. En effet, comme vous l'aurez probablement remarqué, la plupart des noms d'îles se terminent par le suffixe "ey", EY, qui vient de l'ancien norrois "ei", qui signifie île. Les Vikings renomment également plusieurs îlots, plusieurs éléments du paysage côtier, etc. Et c'est en 911 que les îles anglo-normandes deviennent véritablement normandes en passant sous le contrôle des ducs de Normandie à la suite du traité de Saint-Clair-sur-Epte. Alors ce traité de Saint-Clair-sur-Epte a été signé entre le chef viking Rollon et la royauté française afin d'instituer véritablement la possession, formaliser en réalité l'existence du duché de Normandie. 22 ans plus tard, en 933, c'est Guillaume Longue-Épée, descendant de Rollon, qui prête hommage au roi des Francs Raoul pour instituer la présence française et donc la souveraineté française par le truchement des ducs de Normandie sur le Cotentin et l'Avranchin, qui sont les régions possédant les îles anglo-normandes. Par la suite, plusieurs séries de documents officiels sont écrits durant le début du XIe siècle pour attester véritablement de la possession par les ducs de Normandie et leurs vassaux des îles de Jersey et Guernsey. Alors du coup, ces îles sont ainsi la dépendance des ducs de Normandie et donc par association du royaume de France jusqu'en 1204. Toutefois, tout va changer à cette date, à laquelle elles passent sous contrôle de la couronne britannique lorsque le roi français Philippe Auguste confisque les territoires normands continentaux au duc de Normandie et roi d'Angleterre Jean sans Terre. Ainsi, du coup, alors que le duché de Normandie continentale passe sous contrôle complet français, les îles anglo-normandes, donc les bailliages de Jersey et Guernsey, demeurent sous contrôle de la royauté anglaise. Donc, on peut dire qu'en quelque sorte, du duché de Normandie, la partie insulaire est la seule à avoir, encore jusqu'à aujourd'hui, survécu. C'est pourquoi d'ailleurs les monarques britanniques y portent encore aujourd'hui le titre traditionnel de duc de Normandie. Alors, cette situation a perduré tout au long du Moyen-Âge, même si l'archipel était continuellement revendiqué par la France, mais il ne l'est plus depuis le traité de Vienne de 1815, où la France a reconnu la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles, en échange de l'engagement du Royaume-Uni à ne pas intégrer ces dernières en son sein officiellement. Pour la petite histoire d'ailleurs, ces îles ont du coup donné lieu à la seule véritable invasion et occupation par l'Allemagne d'un territoire britannique durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque ces îles furent conquises à la suite de la conquête de la France par l'armée allemande. D'ailleurs, la garnison allemande de l'île ne s'est rendue que le 9 mai 1945, soit un jour après l'armistice signé le 8 mai. Alors du coup, culturellement aujourd'hui, ce qui distingue aussi beaucoup les îles anglo-normandes, c'est la présence encore des langues régionales. Alors, si ce normand, qu'on qualifie de normand insulaire, n'est plus parlé dans la vie courante que par une très faible minorité des populations des îles, qui regroupent environ 160 000 habitants, il convient quand même de remarquer que le jerseyais, le guernseyais et le cerquier, qui sont des dialectes différents d'un même type de langue qui est le normand insulaire, font toujours partie intégrante du patrimoine et de l'histoire des îles anglo-normandes. Aujourd'hui, la langue la plus parlée, c'est l'anglais, qui est imposé à la population depuis environ les années 40, et qui s'est vraiment développé, notamment en raison de l'envoi des enfants anglo-normands en Grande-Bretagne pour les protéger de la guerre lors de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation des îles par l'armée allemande, mais également du coup aujourd'hui de par la présence massive des médias britanniques de langue anglaise, ainsi que par l'installation de nombreuses populations originaires du Royaume-Uni, notamment pour des motifs fiscaux, sur les îles. Du coup, l'anglais est aujourd'hui la langue dominante sur les îles, mais la langue normande, elle, se perpétue toujours dans notamment la toponymie, puisque de nombreuses rues et encore de nombreux endroits des îles anglo-normandes possèdent un nom typiquement normand, ou parfois possèdent un nom qui est un véritable mélange entre l'anglais et le normand. Les exemples les plus probants sont par exemple la Bonne Nuit Bay, ou la baie de la Bonne Nuit, ou encore le célèbre phare de la Corbière, qui est appelé sur les îles anglo-normandes le La Corbière Lighthouse.
Toutefois, donc, pour qualifier ce mélange un petit peu bâtard d'anglais et de normand, on peut pas vraiment parler d'anglo-normand, parce que l'anglo-normand, c'est une autre langue qui a été parlée dans la partie nord de la Grande-Bretagne jusqu'à la fin du Moyen-Âge, mais on parle tout simplement d'anglais des îles anglo-normandes. Alors du coup, ces îles, comme on l'a dit précédemment, elles n'ont jamais été intégrées au Royaume-Uni. Donc, elles sont qualifiées officiellement de Crown Dependencies, donc de dépendance de la couronne, et disposent de ce fait d'une très grande autonomie qui est garantie par ce statut très original. Donc du coup, les îles anglo-normandes aujourd'hui, elles ne font pas partie de l'Union européenne et elles sont aussi connues pour être un paradis fiscal. Mais au-delà de cette identité assez curieuse et peut-être assez répréhensible, disons, de paradis fiscal, il convient quand même de voir les îles anglo-normandes pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire un endroit où l'identité normande encore aujourd'hui perdure et par là même fait perdurer un petit bout de Normandie au sein de l'Empire britannique. De retour à Paris pour le 8e épisode de Back to UK. Merci de nous suivre pour tirer ensemble un trait sur l'année 2020. Il est désormais temps d'ouvrir la séquence musicale de cette émission. Et pour débuter, quoi de mieux que de célébrer le 50e anniversaire du plus grand festival britannique qui soit, l'un des plus célèbres du monde même, dont la pyramide rayonne aujourd'hui encore et veille toujours sur la tombe du roi Arthur. Si la signification de ces mots est encore un mystère pour vous, je vous laisse partir vers le Somerset. Et on se retrouve dans la capitale juste après. Été 1970. Le monde, village d'or des festivals. Woodstock a eu lieu l'été précédent. La Grande-Bretagne se remet à peine de la séparation des Beatles, en avril, mais a encore le cœur à la musique. Et le cœur battant de cet art, c'est le premier grand festival britannique, celui de Bath, dans le Somerset, qui réunit cet été-là 150 000 personnes, avec des têtes d'affiche comme Led Zeppelin et les Pink Floyd. Parmi tous ces gens, un agriculteur répondant au nom de Michael Eavis. L'homme est enthousiasmé par les prestations auxquelles il assiste, et rêverait d'organiser sur le terrain de sa ferme de Pilton, son petit village à 30 km de Bath, un festival aussi majestueux. Alors, Eavis décide de faire vivre ses rêves. Il travaille tout l'été, contacte des artistes. Le 19 septembre 1970, naît le Pilton Festival. Prix d'entrée ? 1 livre. Nombre de spectateurs ? 1500. On est loin des 265 livres à débourser et des 135 000 personnes amassées devant la scène près de 50 ans plus tard. Mais n'allons pas trop vite en besogne. La première édition du Pilton Festival est un échec cuisant. Son histoire ne prend cependant pas fin. 2 hippies cherchent un lieu pour organiser leur free festival, une pratique en vogue à l'époque dans le pays. Leur nom ? Andrew Kerr et Arabella Churchill. Oui, vous avez bien entendu. La petite-fille du célèbre Premier ministre était une hippie et présida à l'émergence du plus grand festival britannique. En 1971, exit le Pilton Festival, remplacé dans son appellation par la localité voisine plus connue, puisqu'abritant, selon la légende, la tombe du roi Arthur, Glastonbury. Des contacts sont noués avec Michael Eavis, et on décide de maintenir le festival sur les terres de sa ferme, la Worthy Farm. Déjà, les ingrédients qui forgent le mythe du festival sont réunis. Un ami de Kerr et de Churchill, bercé par l'ésotérisme, rêve d'une forme pyramidale pour la scène, éclairée par les projecteurs. La pyramide de Glastonbury est née. Le Glastonbury Fair de 1971 jouit encore de notoriété modeste malgré sa tête d'affiche, David Bowie, encore méconnu en ces temps-là. Puis, le festival disparaît pendant 7 ans. Il doit sa renaissance à la mobilisation spontanée des hippies. Pour la décennie écoulée, ces derniers ont fait de Stonehenge leur lieu de rassemblement pour l'organisation d'un free festival majeur lors du solstice d'été. Et puis, en 1978, en pleine édition du Free Festival de Stonehenge, celui-ci se délocalise mystérieusement pour rejoindre Glastonbury, site tout aussi mystique pour la communauté hippie en raison de la prétendue découverte d'un temple stellaire 50 ans plus tôt. Empêchés par la police d'accéder à Glastonbury, les hippies se replient sur la Worthy Farm de Michael Eavis. La légende peut enfin reprendre. Inspirée par ce festival improvisé, Arabella Churchill se joint de nouveau à Michael Eavis. Le Glastonbury Fair renaît en 1979,
et se diversifie dans ses activités artistiques. Un espace pour les enfants est créé. Une programmation théâtrale est conçue par Churchill. En 1981, désormais à la tête de l'organisation, Michael Eavis sollicite le Campaign for Nuclear Disarmament, dont le logo est universellement célèbre, pour organiser le festival, et ne plus avoir à supporter seul les coûts financiers astronomiques. Sous son égide, le festival prend son envol. La mythique scène pyramidale fait son retour. Une radio nommée Avalon, en référence au roi Arthur, est créée. Le site du festival s'étend davantage et se structure, et attire toujours plus de monde au fil des éditions. La décennie 1980 voit en effet le Glastonbury C&D Festival devenir le dernier monument de la culture hippie après l'interdiction du Free Festival de Stonehenge en 1985 par le gouvernement de Thatcher. Glastonbury résiste tant bien que mal face aux autorités, devenant un véritable festival artistique sous le nom de Glastonbury Festival for Contemporary Performing Arts après le désengagement du C&D, et s'éloignant progressivement de ses racines hippies pour s'ouvrir au plus grand nombre. Alors aujourd'hui, qu'est devenu le festival de Glastonbury aux yeux du monde? C'est bien sûr le festival où toutes les têtes d'affiche se pressent, où les artistes émergents font leurs armes, où tous les arts sont représentés, de la sculpture au cirque, en passant par la musique, bien évidemment. Mais certains pointent du doigt un changement dans l'esprit du festival, initialement hippie et rock, aujourd'hui plus bourgeois, selon certains, et s'éloignant de la culture musicale des débuts. Les prix prohibitifs du festival sont ainsi visés, la programmation aussi. Au nom de la primauté du rock à Glastonbury, Noel Gallagher avait ainsi dénoncé la venue de Jay-Z en 2008, lequel avait répondu en reprenant Wonderwall sur la pyramide. Pourtant, l'engagement de Michael Eavis semble nuancer ce tournant mercantiliste. Celui qui demeure organisateur du festival reverse plus de la moitié de son chiffre d'affaires chaque année à des ONG. Le fermier de Pilton imagine-t-il d'ailleurs demeurer à la tête du festival 50 ans plus tard avec l'aide de sa fille et continuer à l'accueillir sur ses terres? La légende de Glastonbury s'écrit toujours au présent. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Voilà, vous savez désormais tout de la genèse du festival de Glastonbury, qui n'a malheureusement pas pu dignement fêter ses 50 ans d'existence cette année. Espérons un rattrapage prochainement. Cette année d'absence n'est toutefois pas une anomalie dans l'histoire du festival mondialement connu, qui ne s'est pas tenu en 2012 en raison de l'organisation des JO, mais aussi 1980, 1988, 1991, 1996, 2001 et 2006, pour laisser se reposer la terre des chants de Michael Eavis. Gageons au moins une chose, l'annulation de l'édition 2020 permettra à nouveau aux spectateurs de danser sur les terres de la Warfield Farm en 2021. Les plus de 150 000 festivaliers pourront peut-être à cette occasion assister à un concert de Paul McCartney, initialement prévu comme tête d'affiche pour l'édition 2020. L'ex-Beatles a d'ailleurs publié en cette fin d'année un nouvel album solo, McCartney 3, dont je vous recommande l'écoute, et notamment le long morceau Deep Deep Feeling. Mais quittons les terres de Glastonbury pour rejoindre la ville de Bristol, une cinquantaine de kilomètres au nord. Et c'est le moment de retrouver Eva, qui ne se trouve pas dans la cité du Somerset,
vient néanmoins de parler de la trip-hop qui s'est forgée autour de la ville. Salut Eva, comment ça va? Eh ben ça va super bien. Merci pour ton invitation. Je suis super contente de participer à ce Back UK. Alors, avant de lancer ton reportage, est-ce que tu pourrais nous expliquer le choix de ce sujet? Alors, pourquoi ce sujet donc? Pour commencer, je suis un petit peu une accro de musique. Et je pense que je pourrais parler du sujet à peu près pendant des heures, sans jamais trop me lasser. Et puis, c'est vrai que quand j'ai appris que tu sortais un documentaire sur le Royaume-Uni, j'ai pas pu m'empêcher de penser à un tas de musiciens britanniques. Bon, forcément. Et ensuite, je pense que les années 90, c'est une période musicale que j'aime plus que les autres. Elle correspond globalement à la musique qu'écoutait mon père lorsque j'étais enfant, et je me suis un peu construite avec ça. Puis je pense que le trip-hop est un genre qui correspond bien à la période, même si la musique c'est toujours en constante évolution, mais le trip-hop est véritablement né dans les années 90. Donc c'est assez emblématique. On parle souvent de musique dans Back to UK, mais on n'a jamais abordé cette question pourtant primordiale à laquelle tu t'es intéressé. Pourquoi le Royaume-Uni occupe-t-il une place à part dans le monde musical? Je pense que le caractère insulaire du Royaume-Uni lui a permis de développer son art d'une manière plus indépendante pendant des siècles. Puis les mouvements coloniaux, migratoires et le développement des méthodes de communication ont rapidement répandu la culture britannique dans le monde. Mais c'est vrai que la musique avec la littérature certainement occupe une place à part de l'art britannique. Et plus que tout le reste, je pense. Bon, déjà, dès la période baroque, il y a Henry Purcell, George Friedrich Handel qui ressortent, et au 19e, 20e siècle, je pense à Edward Elgar, Ralph Vaughan Williams, Gustav Holst. 3 compositeurs qui sont encore des influences majeures, notamment dans beaucoup de musique de film. Par exemple, je réécoutais récemment, et probablement pour la 50e fois, la bande originale du film Gladiator, pour laquelle Hans Zimmer s'est pas mal inspiré de Holst, notamment. Puis, bon, la musique britannique, elle va être énormément influencée par l'essor du jazz et du blues américain, qui vont se développer ensuite vers le rock et la pop. Et pourtant, au début des années 60, le marché de la musique est encore largement mobilisé par les États-Unis. Et en fait, c'est véritablement les Beatles qui vont changer la donne. Puisque c'est enfin le rock britannique qui s'exporte dans le monde, et avec un succès démentiel. 1964, c'est la diffusion du tube I Want to Hold Your Hand à la radio de Washington. D'ailleurs, on parle souvent de cette deuxième moitié des années 60 comme de la British Invasion. Et dans les années 80, il y aurait une deuxième invasion avec des artistes comme David Bowie, Elton John, Paul McCartney et le groupe Queen notamment. Et enfin, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact de la langue anglaise qui a certainement facilité l'export de la musique britannique dans le monde, c'est certain. Mais c'est vrai que les Britanniques ont été précurseurs de nombreux genres et sous-genres musicaux. Et il en existe un que j'écoute depuis longtemps et dont j'avais justement vraiment envie de vous parler. Et il s'agit du trip-hop. Alors, pour commencer, je tiens quand même à rappeler les limites de la catégorisation des artistes selon des genres musicaux. Puisqu'un genre musical ne décrit que très partiellement une musique selon une liste de critères prédéfinis. Mais je crois que cette catégorisation, elle reste néanmoins indispensable. Alors elle est utilisée par les chercheurs en musicologie, par les médias, car elle permet de savoir finalement de quoi on parle et de décrire quelque chose qui est difficilement descriptible en peu de mots. Ici, on fera également la différence entre le genre et le style, car ça nous permet de distinguer des facteurs purement musicaux, propres au style, et des facteurs sociologiques, propres au genre. Autrement dit, le style se réfère au code formel de la musique, alors que le genre décrit l'ensemble des codes de la musique, c'est-à-dire tant les détails musicaux que le contexte socio-historique qui permet d'enrichir l'interprétation de l'œuvre. Bon, voilà pour les petits éléments introductifs. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le trip-hop, il est né ici, au sud-ouest de l'Angleterre, dans la ville de Bristol, dans les années 90. Alors, la ville de Bristol, c'est un peu ça, c'est ça, puis c'est un peu ça aussi, puis c'est ça,
et ça. Bon, vous l'aurez compris, Bristol est une ville qui bouillonne d'artistes. C'est d'ailleurs à Bristol qu'on trouve les premières œuvres de Banksy. C'est donc pas un hasard. C'est une ville où le street art est très très développé. À l'origine, le terme trip-hop est employé par la presse musicale britannique pour décrire une musique très expérimentale qui mélange les caractéristiques du hip-hop et de la musique électronique, avec une place importante donnée au down-tempo et au breakbeat, ce qui en fait des morceaux plutôt lents, dont l'atmosphère se rapproche de celle de l'ambient. Puis, ce terme est utilisé pour se référer plus explicitement à la musique d'artistes originaires de Bristol et précurseurs du mouvement dans les années 90. Ce sont Massive Attack, Tricky et Portishead. Alors à cause d'une vieille controverse sur la définition du trip-hop, et notamment le fait que tous les artistes catégorisés dans ce genre démentent cette affiliation. Donc certains auteurs de la littérature académique préfèrent parler du trip-hop et d'autres du Bristol Sound. Le problème, c'est que les deux termes sont souvent employés pour parler de la même chose, alors que finalement, certains auteurs considèrent qu'il existe différents styles rattachés au trip-hop. Notamment, dans la thèse de Jeffrey Wag de l'université de Waikato, le Bristol Sound devrait davantage être décrit comme un style qui se réfère au genre du trip-hop. Mais alors, qu'est-ce que le Bristol Sound ? L'émergence de la scène musicale trip-hop prend racine à Bristol, et en particulier au sein du nightclub The Dugout, où de nombreux DJ et groupes se rencontraient. Ce nightclub était le lieu de convergence de la nouvelle technologie du sound system. Originaire de Jamaïque, le sound system est un ensemble de systèmes de sonorisation qui permet d'écouter de la musique en extérieur, et dont la caractéristique principale reste la puissance des basses. Le Dugout Club est un lieu d'expérimentation musicale où se mélangeaient punk, soul, funk et jazz. Et il était situé en centre-ville, dans le quartier de Clifton, un quartier qui avait la particularité d'être très cosmopolite. Phil Johnson écrit dans son livre sur les racines du trip-hop « Tout le monde, absolument tout le monde avait l'habitude d'être là. C'était cet endroit où l'on pouvait discuter, boire et communiquer et entrer dans la musique. Et en termes de musique, le Dugout était le seul endroit où l'on pouvait mixer. Il y avait une foule différente chaque soir. C'est dans ce club que se sont rencontrés une bande de gamins et qui formeront plus tard un des plus grands noms de la trip-hop. Ce collectif musical se faisait appeler à l'époque The Wild Bunch. Certains reconnaîtront ici les futurs membres du groupe Massive Attack, qui sont Robert Del Naja, alias 3D, Grant Marshall, alias Daily G, Andrew Wolf, alias Mushroom, et Tricky. Tricky qui a quitté le groupe quelques années après la formation de Massive Attack, mais on le connaît aujourd'hui pour une importante carrière en solo. Massive Attack sort son premier album, Blue Lines, en 1991. Cet album est une des principales formations, piliers du genre du trip-hop. Robert Del Naja expliquera plus tard, à propos de cet album, « Nous avons fait cette musique lente et ambiante qui était faite pour la tête, pas pour les pieds. Vous savez, pour danser. Avant, il n'y avait rien de tel. » Alors pour comprendre cette idée, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'écouter. Donc, branchez votre casque et ouvrez vos oreilles, parce qu'attention, ça déboîte.
c'est excellent ce son, c'est excellent. Alors, Blue Lines, c'est véritablement l'acte de naissance du trip-hop. Même si le terme ne sera pas utilisé avant 1994, on retrouve dans cet album tous les codes du genre. Le hip-hop est déjà très présent. On reconnaît assez distinctement, dès les premières secondes du morceau, par exemple, le scratch, traditionnellement associé à la musique hip-hop, qui accompagne ensuite les autres instruments. Donc pour rappel, le scratch, c'est cette technique qui consiste à faire tourner plus ou moins vite, en avant et en arrière, un disque vinyle, pour produire ces sons si distinctifs. Ensuite, on entend bien la rythmique du dub, qui est ce genre musical originaire de Jamaïque, utilisant massivement les instruments électroniques et numériques. Et enfin, la voix de Shara Nelson, et non sans rappeler la musique soul afro-américaine. D'ailleurs, je recommande de voir le clip de cette chanson, qui a un magnifique plan séquence filmé avec beaucoup de talent. On poursuit notre voyage musical pour retrouver le fameux Truckee, ancien membre de Wild Bunch. Dans son livre, Phil Johnson décrit Truckee comme ce gamin défoncé de chaque fête, un visage de drogué, un peu de rouge à lèvres et un corps maigre, habillé en drag queen. Truckee sort son premier album, Maxine Kay, en 1995. J'aime particulièrement cet album, qu'on y retrouve les éléments du Bristol Sound, mais avec une atmosphère beaucoup plus brumeuse. Dans le morceau que je vais passer dans quelques instants, on retrouve bien le côté traînant de la trip-hop, avec en plus cette ambiance un peu sombre. Le morceau en question s'appelle Aftermath, il dure 7 minutes et 37 secondes, et en voici un extrait. Donc seulement un an avant la sortie de Maxine Kay, c'est le groupe Portishead qui sort son premier album, Dummy. Cet album vient former avec Blue Lines et Maxine Kay ce qu'on pourrait appeler la trinité du trip-hop. Portishead est né également à Bristol au début des années 90. Le groupe est d'abord composé du musicien Geoff Barrow et la chanteuse Beth Gibbons. Alors pour info, le nom Portishead vient du nom de la ville d'origine de Barrow, située en périphérie de Bristol, juste ici. L'émergence de Portishead n'est certainement pas un hasard, et Barrow avait déjà des liens étroits avec la mouvance trip-hop de Bristol. Il avait notamment travaillé auprès de Massive Attack pour la création de Blue Lines. À sa sortie, Dummy a remporté un énorme succès, ce qui a certainement participé à la popularisation du genre trip-hop en Europe. D'ailleurs, Portishead a probablement réussi à se démarquer des autres groupes de Bristol grâce à la voix tout à fait particulière de Beth. Je vous laisse écouter un morceau mythique auquel je suis très attachée. Ce morceau, il sera gravé à jamais dans ma mémoire. Je me souviens encore du moment où les premières notes sont arrivées lors de ce concert mémorable de Portishead à Rock en Seine. Mon cœur battait à 1000 à l'heure et j'avais déjà des larmes plein les yeux. Ooh, can't anybody see? We've got a war to fight. Never find our way.
regardless of what they say. How can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? Je vous ai présenté les 3 grands groupes fondateurs de la musique trip-hop, tous originaires de Bristol. C'est donc ce trio qui est aujourd'hui associé par les spécialistes au Bristol Sound, en tant que style musical défini, rattaché au trip-hop. Mais comme je vous l'ai annoncé, il existe d'autres styles qui découlent du trip-hop. Sur ce petit schéma, je vous ai représenté les principaux. Nous avons donc le hip-hop instrumental, que je vais néanmoins laisser de côté. Alors, mes sincères excuses pour les fans, mais je connais moins bien les groupes rattachés à ce style, et en plus, la plupart ne sont pas britanniques. Toutefois, pour vous donner une idée, le hip-hop instrumental se structure principalement autour des artistes DJ Shadow, DJ Crush et Uncle. Maintenant, à vous d'aller voir. Je vais donc plutôt rapidement vous présenter ce qu'est le post-trip-hop. Et en fait, ça correspond tout simplement aux artistes nés après les années 90 et qui ont repris les codes du Bristol Sound en y incorporant d'autres genres, notamment le rock et la pop. Le terme post-trip-hop a été employé pour la première fois en 2002 par le journal anglais The Independent pour parler du groupe également anglais Second Person. Parmi les groupes de post-trip-hop les plus médiatisés, Mort Shiba reste certainement mon favori. En tout cas, parmi ceux que j'ai pu écouter. J'avais envie de vous faire entendre l'extrait d'un morceau que j'aime beaucoup et qui permet de bien se rendre compte des racines trip-hop et de l'apport pop-rock, que ce soit dans la mélodie ou dans le rythme. Donc, ouvrez bien vos oreilles, c'est parti! Et voilà, notre aventure se termine ici. Ne m'en voulez pas, j'ai bien conscience d'avoir abordé qu'un pan assez infime du sujet. Il existe énormément d'artistes du genre à découvrir, et encore davantage lorsqu'on quitte le Royaume-Uni. Car oui, l'influence trip-hop s'est répandue bien au-delà de ses frontières, et beaucoup d'artistes s'en sont inspirés pour de nombreux morceaux. Pour vous citer quelques exemples d'artistes que j'adore, Archive, Sneaker Pimps, Gorillaz, Lamb, Björk, Hooverphonic, et la liste est encore longue. Juste avant de vous quitter, je vous recommande l'album Londinium de Archive, sorti en 1996, très trip-hop. J'ai vraiment kiffé. N'hésitez pas à écrire en commentaire quel est votre groupe de trip-hop préféré, car ça m'intéresse. Sur ce, portez-vous bien. À la prochaine. Merci infiniment Eva pour ce reportage. Juste avant cette exploration musicale, nous avons évoqué le festival de Glastonbury. Mais s'il en est le plus illustre, ce n'est bien entendu pas l'unique festival mythique outre-Manche. En 2021, c'est un autre monument de la scène musicale britannique, le frère ennemi de Glastonbury, qui fêtera à son tour ses 50 ans, le Wedding Festival. Nous n'entrerons pas dans les détails de son histoire, mais sachez qu'elle est aussi singulière. C'est d'ailleurs l'interdiction du festival, au milieu des années 1980, par les partis conservateurs, au pouvoir dans la ville, qui facilitera l'essor du festival de Glastonbury. Parmi les éléments faisant la légende du festival de Reading, soulignons qu'il fut le théâtre du dernier concert britannique de Nirvana. Mettons en avant la tradition étrange
consistant à jeter des bouteilles sur des artistes dont la prestation n'est pas à la hauteur. Le Reading Festival, c'est aussi aujourd'hui un double festival, se tenant à la fois à Reading et dans la grande ville de Leeds. Les artistes jouant à Reading se produisent à Leeds le surlendemain. Mais trêve d'explications. Durant l'édition 2019 du Reading Festival, sa tête d'affiche, un groupe américain originaire de l'Ohio a tenu à rendre hommage à la culture britannique en reprenant un titre mythique d'un groupe venu de Manchester. Et quel morceau! Je vous laisse le découvrir sans plus attendre, ainsi que deux autres chansons, dans le playback de ce 9 janvier. Reading Festival, 24 août 2019. Ce soir-là, la tête d'affiche, c'est 21 Pilots. Et son chanteur, Tyler Joseph, tient à rendre hommage à la culture musicale britannique au piano. We have such a deep respect for your musical culture, your festival culture over here. And for you to let us be a part of that really means a lot to us. So this next one I dedicate to you as a thank you now. Slip and slide in the eye of your mind, let you know you might find a better place to play. Don't Look Back in Anger, sorti sur le deuxième album d'Oasis, What's the Story, Morning Glory, en 1995, est un monument musical. Considéré même en 2010 comme la deuxième meilleure chanson britannique de tous les temps par une radio anglaise. Et comme bien des chansons, elle n'était pas prédestinée à un tel succès. Don't Look Back in Anger, c'est d'abord l'histoire d'une rupture amoureuse avec une certaine Sally, chantée et composée par Noel Gallagher. Le narrateur invite ainsi son interlocuteur à tourner la page, à se remettre de ce chagrin, et surtout à ne plus être nostalgique et prisonnier de son passé en gardant cette colère. Par son titre, la chanson semble également être une réponse, un écho, à un titre de David Bowie, Look Back in Anger, sorti une vingtaine d'années plus tôt. Don't Look Back in Anger tire également son inspiration d'un autre monument de la musique britannique, le célèbre Imagine de John Lennon, notamment pour son introduction au piano relativement similaire. Au-delà de ces quelques caractéristiques, il est compliqué de donner un sens précis à la chanson. Noel Gallagher reconnaîtra lui-même être incapable de l'expliquer, les deux frères ayant été vraisemblablement sous l'influence de drogue au moment de l'écriture de l'album. Ainsi, Sally, le seul personnage de la chanson, est tout simplement imaginaire. Et c'est peut-être cette absence de véritable signification qui a fait de Don't Look Back in Anger un véritable hymne. Lorsque Manchester fut meurtri par un attentat, le 22 mai 2017, durant un concert d'Ariana Grande à la Manchester Arena, les Mancuniens chantèrent spontanément la chanson dans les rues pour l'hommage aux victimes. Et c'est le titre qui sera repris par Chris Martin lors du concert hommage One Love Manchester. Don't Look Back in Anger fut même interprété par la suite par la garde républicaine au Stade de France début juin 2017 avant un match Angleterre-France, montrant la puissance universelle de la chanson. En 2008, la ville de Liverpool obtient le label de capitale européenne de la culture, pour le 800e anniversaire de sa fondation. Et quoi de mieux pour fêter tout ça
que le concert d'un des hommes qui a contribué au rayonnement universel de la cité du Merseyside. Le 1er juin 2008, Paul McCartney est sur la scène du mythique stade d'Anfield et tient à gratter le ukulélé que George Harrison lui avait offert. Et pour rendre hommage à l'ex-Benjamin des Beatles, décédé 7 ans plus tôt, le mieux est d'interpréter l'une des meilleures chansons qui est léguée au groupe. Something in the way she moved attracts me like no other lover. Sorti en 1969 sur l'album Abbey Road, Something fut considéré tant par John Lennon que par Paul McCartney comme le meilleur titre apporté par George Harrison aux Beatles. Pourtant, le morceau n'était pas nécessairement destiné au groupe. Harrison le compose alors que les Beatles sont en plein enregistrement de l'album blanc, et que son contenu est déjà arrêté. Le guitariste solo du groupe compose alors la chanson pour son épouse, Pattie Boyd, ce qui éclaire son sens. Something consiste en effet en un dialogue implicite entre deux amoureux, les paroles consistant en une réponse à la fille que le narrateur aime. Ce narrateur est dans le doute. Il tient à sa petite amie, ne veut pas la quitter, et pourtant, le refrain expose une tension. Il ne sait pas si son amour pour elle va grandir. Compliqué de répondre à la question de George Harrison, mais une chose est certaine, Pattie Boyd le quittera finalement au milieu des années 1970 pour épouser l'un des meilleurs amis d'Harrison, le guitariste Eric Clapton. Ce dernier reprendra d'ailleurs Something au Royal Albert Hall avec Paul McCartney lors du concert hommage à George Harrison, un an après sa mort. Quoi qu'il en soit, Something demeure aujourd'hui encore une grande chanson d'amour et marqua l'affirmation de George Harrison comme compositeur majeur. Something in the way she knows, and all I have to do is think of her. C'est un orchestre, sur la scène du festival Rock en Seine le 28 août 2011, qui va conclure ce playback. Cet orchestre accompagne l'un des plus grands groupes britanniques de trip-hop, Archive, qui vient de sortir son 7e album 2 ans plus tôt. Le titre éponyme de l'album, Controlling Crowds, est aussi le plus long du disque, d'une durée légèrement supérieure à 10 minutes. En français, on peut traduire Controlling Crowds par foule majoritaire ou contenir les foules, avec quoi qu'il en soit une dimension de peur par rapport au contrôle des foules. Le 7e album d'Archive se veut ainsi plus politique, plus sombre aussi, tant dans sa musicalité que dans ses paroles. Et cela s'en ressent dans ce titre d'ouverture, avec une atmosphère presque orwellienne, avec cette idée de contrôle omniprésent dans les rues. Le morceau Controlling Crowds se caractérise ainsi par une atmosphère très froide, dystopique, avec une tension entre l'humanité à sauvegarder et un environnement nocturne, effrayant, à fuir. Cette atmosphère pessimiste irrigue l'ensemble de l'album, qui se caractérise par une unité thématique et musicale, à écouter entièrement, assurément.
Juste avant la terrible averse qui s'est abattue sur Paris, nous l'avons entreaperçu dans le playback avec l'œil d'archives sur Controlling Quartz. Et le voici à présent, ce parc national de Saint-Cloud, qui accueille chaque année le festival Rock en Seine. C'est ici, à l'ouest de Paris, que nous allons clore la partie musicale de ce Back to UK. Au-delà des nombreux artistes britanniques accueillis, que fait ce parc dans notre histoire franco-britannique, me demanderez-vous? Je vous donne un premier indice. Il a vu se dérouler l'une des plus retentissantes séparations musicales. Vous ne voyez toujours pas? C'est pourtant ces lieux, le 28 août 2009, après une altercation de trop avant de monter sur scène, que les frères Gallagher se séparèrent et que disparut le groupe Oasis. Saint-Cloud fait ainsi partie intégrante de l'histoire musicale britannique. Et nous voici à présent dans le quartier le plus anglais de Paris, à 2 pas de l'Opéra, à l'heure de clore ce 8e épisode de Back to UK. Merci encore de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pourquoi ce quartier, me demanderez-vous? Eh bien, nous nous retrouvons ici, place Édouard VII, à proximité immédiate du théâtre éponyme. Le souverain britannique, qui régna après sa mère Victoria entre 1901 et 1910, adorait en effet se rendre à Paris, séjourna fréquemment dans l'hôtel qui porte désormais son nom. Et figurez-vous que c'est lui-même qui fait bâtir cette salle, ce qui lui vaut notamment son surnom le plus parisien des rois anglais. À 2 pas de cette rue, vous trouverez aussi le mythique Olympia, qui accueillit de nombreux artistes britanniques. Et quoi de mieux qu'un tel lieu pour clôturer un numéro très musical. Voilà, c'est dans ces lieux que nous allons définitivement tourner la page de l'année 2020. Page noircie par les difficultés, par les terribles actualités, par la résilience aussi, et par les quelques bonheurs qui ont permis de tenir. Parmi lesquels, la préparation de ces différents Back to UK et la participation de toutes celles et ceux qui ont accepté d'y contribuer, sans qui rien de tout ça ne serait possible. Nous étions le 9 janvier et je vous souhaite les meilleurs vœux pour l'année qui s'ouvre désormais, en espérant vous retrouver bientôt. Thanks, Happy New Year, and see you later.